Oui, il peut s'asseoir. Monsieur Diakhaté, oui. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Professeur, vous avez la parole. Oui. Pour débat. Oui, merci beaucoup. Je voudrais commencer par féliciter l'auteur pour cette excellente contribution, et je pèse bien mes mots, pour cette excellente contribution. Lorsque j'ai fini de lire le livre, je me suis dit que Mame Boye Diao a fait des études en philosophie. Parce qu'en réalité, le langage est fortement marqué par l'expression philosophique, par le lexique philosophique. Et tout à l'heure, quand on présentait son CV, je me suis rendu compte qu'il était plutôt en sciences juridiques et politiques. Mais ça veut dire aussi que c'est une ouverture d'esprit. C'est important parce que les disciplines se tiennent les unes aux autres. Et je crois qu'il y a un élément qui me semble important dès le départ, c'est la dédicace. On n'en parle pas beaucoup quand on lit un livre. J'ai commencé par lire les dédicaces et regardez ce que l'auteur écrit. À ma mère, Feu Aminata Niang, et à toutes les femmes sérères qui ont su dompter les peuls du Fouladou, dont mon vénéré père, le patriarche Mountaga Diao. À mon épouse, fille de ma seconde maman, Feu Diaïna Baba, ma tendre Amélie Diédiou, une Diola qui n'a fait que conforter l'adage qui disait que les Sérères et les Diola seraient les maîtres des Peuls. Mais ça, c'est important de le dire comme ça dans les dédicaces, parce que ça montre que c'est quelqu'un qui reste en phase avec le paysage culturel dans lequel il se déploie. La parenté à plaisanterie, le cousinage à plaisanterie. Et nous avons fait une activité avec les étudiants ensemble il y a de cela quelques temps sur cette affaire-là, en montrant que les Sérères n'ont pas le droit de se battre contre les Diola. Vous savez qu'il y a de cela quelques années, des Sérères et des Diola étudiants se sont battus à l'université. Il y a eu même des blessés. Il fallait les rencontrer et leur parler du sens de la parenté à plaisanterie. Il était là, à côté de moi, et nous en avions parlé aux étudiants pour qu'ils comprennent que nous avons des valeurs culturelles fortes. Et cela montre évidemment, à travers ces dédicaces, lorsqu'il revient sur ces aspects-là, cela montre qu'il est attaché à ce paysage culturel. Quand j'ai lu l'ouvrage, je me suis dit que nous sommes en présence d'un médecin. Un médecin qui fait le diagnostic. Donc quand il parle de repères, il établit un diagnostic. Il regarde ce qui ne va pas chez le patient. Où se trouvent les problèmes, où se trouvent les difficultés, où se trouvent les contraintes. Et il essaie de les cerner le plus objectivement possible. C'est ça la démarche scientifique. Merci Mame Boye pour cette approche-là. Donc diagnostic, et après il propose une thérapie. Il dit, lorsque nous regardons les problèmes qui sont en train d'étrangler ce malade, nous pensons que si nous appliquons cette médication, ce malade pourra être tiré d'affaire. Donc il propose une médication, et cette médication est une médication ouverte, c'est une médication plutôt complexe, qui parle de santé, qui parle d'éducation, qui parle de pêche, qui parle d'artisanat, qui parle d'industrie, qui parle d'éducation, qui parle de culture, qui parle d'art. Donc une médication ouverte et complète, mais complexe aussi, parce qu'il sait évidemment que la situation est une situation complexe. Et après, il met en place un dispositif de suivi. C'est pourquoi il nous dit qu'est-ce qui va venir après. Pour quelqu'un qui vient de l'université Gaston Berger, on comprend que cette dose de prospective est toujours présente, parce qu'en réalité, Gaston Berger fait partie des pères de la prospective, et qui est le héros éponyme de cette université-là. Alors, moi, il y a juste quelques points sur lesquels je vais m'appesantir, juste quelques points rapidement. C'est quand l'auteur dit pourquoi il y a ce livre, pourquoi j'écris ce livre. L'auteur dit j'ai un besoin existentiel d'agir. L'existentialisme sous Sartre met l'accent sur l'action. C'est pourquoi je disais que je pensais que c'est un philosophe. L'existentialisme met l'accent sur l'action, agir. Parce qu'il faut que l'individu fasse quelque chose. Il dit, après je me suis rendu compte que je devais intervenir dans mon espace, je devais intervenir dans ma communauté, et c'est pour cette raison que j'ai été dans le mouvement syndical étudiant et que j'ai été dans le mouvement syndical professionnel plus tard. Aujourd'hui, avec l'action politique, je cherche à changer le cours des choses et à donner une meilleure formule et une meilleure présentation à notre communauté et à notre pays. Mais pourquoi écrire ce livre? L'auteur parle de son attachement à Kolda. Ça me semble important. Attaché à Kolda. Je l'ai suivi tout à l'heure quand il parlait de Kolda. L'émotion était tellement vive qu'il a failli laisser des larmes. Et ça, c'est important. C'est quelqu'un qui montre qu'il est ataviquement attaché à sa communauté d'origine. C'est important.
lorsque Césaire parle du cahier d'un retour au pays natal, tourner au pays natal, se ressourcer, ses talents, mettre ses qualités, je crois que c'est un des éléments justificatifs de l'écriture de ce livre. Après, l'auteur nous parle de, je prends juste quelques éléments qui me semblent fondamentaux, penser et agir par nous-mêmes, et l'auteur met l'accent sur la langue. La nécessité de valoriser nos langues locales. En réalité, nous sommes tellement emportés par les langues de nos anciens colonisateurs, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand, etc., que nous avons perdu le sens et la quintessence de nos langues locales. Et après, ça nous installe dans une sorte de tourbillon, parce que nous ne maîtrisons ni nos langues locales traditionnelles, ni les langues d'emprunt. Et finalement, nous sommes dans une sorte de tourbillon. C'est très simple, hein? Comptons ensemble en Wolof. En Wolof, on compte ensemble. On dit ben, ñaar, ñett, ñeent, juróom. Et à partir de juróom, j'ajoute un. Je dis juróom ben, c'est-à-dire juróom plus ben. Juróom ñaar, juróom ñett, juróom ñeent. Donc c'est à partir de juróom que je commence à ajouter. Mais si je prends le français, je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est à partir de 10 que j'ajoute. 11, c'est 10 plus 1. 12, c'est 10 plus 2. 13, c'est 10 plus 3. Chez le Wolof, c'est à partir de 5 que j'ajoute. Chez le français, c'est à partir de 10 que j'ajoute. Voilà pourquoi nos jeunes ont des problèmes en mathématiques. Et je crois que c'est important que l'on retourne un peu à ces langues-là. L'auteur va attirer notre attention sur cette affaire. Un autre exemple. Comment on dit en Wolof arbre? Garab. Comment on dit en arbre, en Wolof, médicament? Garab. Ça veut dire que donc pour le Wolof, l'arbre est un médicament. Ce qui est vrai, parce que le Wolof se soigne avec l'arbre. Mais pourquoi je dis ça? C'est simplement que le Wolof est quelqu'un qui respecte son environnement, parce que c'est l'environnement qui le soigne. Voilà pourquoi le respect de nos langues nous incline à respecter notre environnement et à protéger notre environnement. Mais le problème justement, c'est que nous sommes en train de perdre le sens de cette langue-là. Il nous faut construire des modèles, c'est l'auteur qui en parle. Construire des modèles, et il l'a dit tout à l'heure dans son intervention orale, l'auteur a parlé de la nécessité de mettre l'accent sur le culte du travail. Le culte du travail. Dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la Genèse. Adam et Ève étaient dans un jardin, et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. Un jour, le serpent a dit à Ève, si vous mangez le fruit, vous devenez aussi ou plus intelligente que Dieu. Ève mange et devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenue intelligente, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Et Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt. Et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament cette fois-ci, Saint Paul affirme que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Ce qui montre que le travail est une exigence religieuse. Valable pour le Coran. Un penseur comme Leibniz, parce que je pensais que c'est un philosophe qui parlait, un penseur comme Leibniz parle du fatum mohammedanum. Il estime que les musulmans, par contre, seraient des paresseux parce qu'ils attendent tout de Dieu. Sabi isma rabbikal ahla, lezi khalaqa fasawa, ou lezi khadara fahda. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Mais ce que Dieu ajoute dans le Coran, c'est que je vous ai créé pour une vie de lutte. Lakhad khalaqna insana fi kabadin. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'individu ne doit pas rester les bras croisés, c'est quelqu'un qui doit travailler. Ça me semble important, évidemment, que l'auteur nous invite à chercher des modèles. Mais des modèles qui sont des modèles endogènes, qui sont en phase avec notre alphabet culturel et qui peuvent nous permettre de transformer nos réalités. Je crois que, de ce point de vue-là, ça me semble être une contribution excessivement importante. Un autre aspect qui me semble important, tout est important dans le livre, et bien écrit aussi. Franchement, j'ai lu et relu. J'ai lu et relu.
Et je me suis rendu compte, évidemment, que les exigences dont parlait l'éditeur, dont parlaient tous les intervenants, Khadim aussi, donc toutes ces choses-là montrent, c'est ça aussi l'ouverture, hein, c'est un esprit ouvert. Mais l'éducation doit nous pousser, évidemment, et essentiellement pour nos jeunes, à développer une connaissance réelle du monde et à développer des compétences. Un couple a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité, il était heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son attention et son affection que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend un revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit, il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vraie avant de la connaître évidemment comme telle. Je crois qu'il nous faut aller à la quête du savoir et l'auteur est quelqu'un qui invite les jeunes à se mettre à cette quête du savoir, à cette quête du potentiel, à cette quête de compétences. Je crois que c'est important, un système éducatif qui nous réconcilie avec nous-mêmes et qui fait de nous des êtres fiers de revendiquer leur identité. Dernier élément d'intervention, avant que je ne laisse le micro, c'est le portrait du politique. Comment doit se profiler un homme politique? Comme ça, comme le gars qui est assis. Bon, on va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Dans nos traditions, on mangeait autour du bol, vous êtes d'accord? On met le bol à même le sol. Et nos parents s'intéressaient d'abord et avant tout à notre façon de nous asseoir. Nous devons nous asseoir de la façon la plus correcte, de la façon la plus polie qui soit. Après nous être assis de cette façon-là, nous devons tenir le bol avec la main gauche. Le bol ne doit pas bouger, le bol ne doit pas tanguer. Ce bol représente la société que nous partageons. Et chacun de nous doit tenir ce bol, donc cette société, pour que cette société ne soit pas déséquilibrée. Les jeunes qui sont autour du bol n'ont pas le droit de toucher aux condiments qui sont au milieu du bol. Ces condiments ne sont accessibles qu'aux personnes âgées. Les personnes âgées sont les hommes politiques, sont les dirigeants. Ce sont ces personnes qui ont seul accès aux condiments qui sont au milieu du bol et ces condiments représentent le bien public. Mais aucune personne âgée, c'est-à-dire aucun dirigeant, n'a le droit de prendre ces condiments, c'est-à-dire ce bien public, et de les mettre à sa place. Il laisse les condiments au milieu. Et pour les enfants qui sont autour du bol, il coupe une partie et il met devant la place de chaque enfant. C'est une répartition équitable des biens publics. Quelqu'un qui pense à répartir de façon équitable les biens publics entre les différents membres de la communauté, donc ceux-là qui sont autour du bol. Et lorsque je mange, je n'ai pas le droit de toucher à la place de l'autre. Je dois rester à ma place et strictement à ma place. Je n'ai pas le droit de faire tomber la nourriture, parce que moi j'ai la chance d'accéder à cette nourriture. Il y a quelqu'un qui n'a pas cette chance-là, donc je dois respecter, à la limite, je dois vénérer la nourriture. Lorsque je mange, je ne parle pas. Lorsque je mange, je ne pose pas la paume de ma main à même le sol. Je dois respecter ce moment qui est un moment important et qui fait partie de ma formation et de mon éducation. Ça veut dire que l'homme politique, en réalité, ici, lorsqu'il joue le jeu, c'est cette personne âgée qui est autour du bol, cette personne âgée qui est la seule habilité à toucher aux condiments qui sont au milieu du bol, c'est-à-dire au bien public, mais qui dit que ce bien public, je vais le laisser au milieu du bol et je vais couper une partie de ces biens publics et je vais procéder à une redistribution. Mais si c'est comme ça veut dire que précisément nous avions des modèles démocratiques locaux, nous avions des formes de formation dans nos sagesses traditionnelles, mais que nous avons délaissées
et que nous avons développé un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. Je termine avec ça. Bob Marley chante que l'esclavage le plus dangereux, c'est l'esclavage mental. Emancipate yourselves from mental slavery. Nobody but ourselves can free our mind. Je vous remercie. Vous êtes d'accord avec moi que le débat est quand même très relevé et à un niveau. Machallah. Encore des applaudissements au pertinent professeur Djibi Diakhaté, qui nous connaissons, machallah, à chaque fois que nous l'écoutons. C'est quand même des paroles très sages et avec une démarche scientifique très appréciée. Nous allons passer la parole au docteur Khadim Bamba Diagne sous vos applaudissements. Monsieur Diagne. Merci beaucoup.